5e jour du mois de juillet, nous vous disons déjà bonsoir et surtout très ravis de vous compter très nombreux devant les écrans pour suivre votre magazine Direct Grand Débat. Direct Grand Débat qui, en cette première semaine du mois de juillet, mois dédié aux vacances, nous sommes là pour parler, n'est-ce pas, de la matière qui concerne tous les Congolais, de toute tranche d'âge, le jeune, le vieux, le femme, le jeune fille, presque tout le monde doit se retrouver à travers cette émission Direct Grand Débat qui va essentiellement faire le tour d'actualité et aussi faire une rétro par rapport à la célébration de nos 62 ans de l'accession à l'indépendance. Vous savez tous que la RDC est vieille de 62 ans, mais nous allons voir si ses habitants ont aussi se sont apprivoisés quand même cette chance-là d'avoir une maturité par rapport à l'âge de l'indépendance. Nous allons en parler au cours de cette émission. J'ai un seul invité avec qui nous allons échanger. C'est un jeune très connu dans le milieu politique. Il est le président de la Ligue des jeunes du parti politique Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Muzito, Fumupa, c'est comme ça qu'on l'appelle. Le président de la Ligue des jeunes, c'est Joël Yoloko. Bonsoir Joël. Bonsoir et merci pour cette marque de considération. C'est un plaisir pour moi d'être sur les antennes de PSTV. Je commencerai par saluer la jeunesse du Nouvel Élan, mais aussi la jeunesse de la République démocratique du Congo et en particulier la jeunesse de la province des Nord et Sud Kivu. Et comme vous l'avez présenté, je suis en effet le coordonnateur national de la Ligue des jeunes du parti Nouvel Élan, parti initié par l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Voilà, d'entrée des jeux, nous voudrions savoir Nouvel Élan est dans l'opposition ou encore il est pro-pouvoir. Le Nouvel Élan est un parti politique de la résistance parce que il faudrait savoir qu'il existe en politique 4 types de coalitions parce qu'aujourd'hui, une confusion se prête dans l'opinion. Il y a de ceux qui considèrent Nouvel Élan être un parti opposant, alors que non, nous sommes dans la résistance. Comme je le disais, il existe là une coalition type électorale, ce qui a été le cas de la Mouka pendant la période de 2018 à l'approche des élections. Et nous avons par la suite de la coalition de gouvernance, nous avons un exemple concret, la coalition FCC-CACH, et nous avons une coalition d'opposition. On parle de coalition d'opposition lorsque les élections ont respecté le principe démocratique, d'où la neutralité, l'impartialité, l'inclusivité, et de ce fait, se considérant comme minorité, il se tient là une coalition d'opposition où les partis se considérant comme minoritaires à la suite de ces élections forment une coalition pour être le contre-pouvoir de ceux qui ont gagné la majorité. Et quatrièmement, ce qui est le cas de la Mouka et de Nouvel Élan, puisque nous sommes un parti qui compose le présidium de la coalition La Mouka, nous sommes un parti politique de résistance, puisque nous contestons la légitimité de ceux qui siègent dans les institutions au nom du peuple, du fait que les élections de 2018 n'ont pas reflété la volonté du peuple, c'est-à-dire la vérité des urnes. Voilà pourquoi nous sommes engagés en résistance pour nous opposer à ce régime dans le cadre de cette coalition et obtenir pour le peuple des élections qui seront libres, crédibles et transparentes et des élections qui reflèteront réellement la volonté du peuple. Mais par rapport à ce que nous entendons de la bouche de votre initiateur du parti, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, quelque part, il fait quand même des éloges au pouvoir en place. Le pouvoir contre qui vous résistez, mais quand même, lorsqu'ils font quelque chose de bien, je sens quand même le président Adolphe Muzito quand même dire de bonnes choses par rapport à cette équipe gouvernementale, encore ce pouvoir. Merci. Lorsque nous parlons d'Adolphe Muzito, nous devons savoir qu'il y a une double dimension qui s'impose. La première, celle d'un ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo pour avoir géré le pays pendant la période 2008 à début 2012. Et deuxièmement, il s'agit là du député national le mieux élu de sa circonscription. Et Adolphe Muzito, vous êtes sans ignorer qu'il est connu et apprécié de l'opinion de par son sens élevé de l'analyse de la situation politique et surtout économique du pays. Et lorsque vous parlez d'éloges, moi je voudrais plutôt je souhaiterais que nous parlions d'une interpellation de cet ancien Premier ministre qui
demanderait à l'exécutif, là, le gouvernement, de respecter le principe démocratique qui voudrait que ce dernier fasse recours à l'Assemblée nationale, qui est l'autorité budgétaire, pour une loi de finances rectificative pour affecter légalement les ressources additionnelles obtenues pour la période d'avril, étant donné que les députés, outre le fait qu'ils soient contrôleurs de l'exécutif, ils sont censés être une émanation du peuple, et de ce fait, il faudrait obtenir les quitus du peuple par rapport à ses besoins pour pouvoir affecter l'argent qui n'est autre que l'argent du contribuable congolais que nous sommes, vous et moi. Comment avez-vous accueilli la nouvelle d'invalidation des députés nationaux à la clôture de la session de mars? Écoutez, nous devons être honnêtes envers nous-mêmes. La loi impose que les députés absentéistes au niveau des plénières soient révoqués, si nous pouvons le dire ainsi. Mais pour nous, du Nouvel Élan, nous avons considéré qu'il s'agissait là d'un non-événement, puisqu'au départ de cette législature, l'ancien Premier ministre, Adolphe Muzito, avait opté pour ne pas siéger dans cette Assemblée nationale, étant donné l'illégitimité de ceux qui y siègent pour le compte du peuple. Donc, nous avons choisi de siéger au sein de la majorité populaire à la Cité pour mobiliser le peuple contre cette dictature qui est interne et externe, institutionnelle, et cette dictature imposée au peuple, pour que nous puissions gagner le pari de notre souveraineté, qui ne passera que lorsque nous, comme peuple, corps social, serons là à mesure de nous choisir librement des dirigeants. Lorsque nous serons à mesure de faire des choix politiques par rapport à nos besoins. Et c'est en ce sens que nous avons reçu la nouvelle. Il s'agissait là d'un non-événement, mais la loi imposait à ce que les députés absentéistes soient révoqués de cette Assemblée nationale. Autre chose, nous avons déploré ou encore interpellé le bureau de l'Assemblée nationale par rapport à l'irrégularité de la procédure à laquelle certains députés ont été invalidé, puisque la loi prévoit à ce qu'il soit mise en place une commission mixte qui procédera à l'audit de chacun des députés absentéistes et ensuite faire le rapport au niveau de la plénière pour que celle-ci puisse trancher en faveur ou en défaveur de ces députés-là. Or, fort malheureusement, aucun des députés absentéistes n'a été écouté, et vous remarquerez que la majorité des députés qui se sont vus être invalidés par l'Assemblée nationale sont les députés qui sont autres, qui ne portent pas les mêmes couleurs politiques ou encore les mêmes aspirations de ceux qui se considèrent être dans une union dite sacrée. Voilà, ça c'est votre considération de fait et nous vous le concédons, mais aussi nous venons à peine 5 jours de célébrer les 62 ans de l'accession de notre pays à l'indépendance. Je prends le volet de la jeunesse. Comment faites-vous une lecture sur l'éclosion de l'émergence de la jeunesse 62 ans après? Est-ce que la jeunesse en République démocratique du Congo émerge, elle est stagnée ou encore elle est en train de régresser? Merci, c'est une très bonne question, étant donné que je suis le coordonnateur national des jeunes du Nouvel Élan. C'est avec regret que nous constatons le manque de considération dans les chefs de ceux qui sont dans les institutions et qui ont pour mission d'administrer notre société et celle qui nous régit ici, la RDC. À titre d'exemple, nous devons savoir ici qu'en RDC, chaque année, nous avons environ 2 millions de jeunes qui quittent les universités, 2 millions de jeunes aptes à travailler, mais qui peinent à trouver un emploi. Et nous avons aujourd'hui de ces jeunes qui ont depuis leur naissance, jamais vu un contrat de travail. Donc la situation de la jeunesse reste très préoccupante, d'autant plus que nous représentons 60% de la population congolaise. Et de fait, moi, je me considère, moi et mes amis, être la main-d'œuvre dont a besoin la République démocratique du Congo. Mais vous constaterez techniquement dans l'exercice du budget en cours, la part qui a été réservée à la jeunesse n'atteint pas les 1% du budget de l'État, ce qui signifie que le gouvernement est sourd et aveugle face à la situation qui est plus que préoccupante en ce qui concerne l'avenir des jeunes Congolais. Et à savoir, puisque nous parlons de 62 ans après, aujourd'hui, la population congolaise a évolué dans une vitesse de croisière et il serait plus judiciaire et responsable pour ceux qui ont pour mission d'organiser notre société, d'aménager des politiques publiques en faveur des jeunes, étant donné l'évolution démographique de sa population et de la jeunesse qui représente une majorité. Nous sommes passés de
de 1960, avant la période 1960 sous la colonie, nous étions 15 millions d'habitants. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 120, près de 120 millions d'habitants, ce qui dit que la population a émergé, a évolué d'une vitesse exponentielle. Et fort malheureusement, le gouvernement n'a pas été responsable dans ses actes en ce qui concerne les jeunes, notamment dans les secteurs de l'emploi, dans les secteurs du sport, dans les secteurs des loisirs et tous les autres secteurs de la vie sociale qui concernent les jeunes. Le constat est donc malheureux. Voilà pourquoi nous, dans le cadre de notre parti politique, nous, à travers aussi les médias, puisque je vous considère comme être le contre-pouvoir de ceux qui sont dans les institutions, puisque c'est à travers vous que nous rencontrons le plus grand nombre de jeunes, pour appeler les jeunes à la vigilance, pour éveiller cette conscience collective, afin que nous puissions militer pour obtenir des élections qui permettront à ce jeune qui représente la majorité de la population à faire un choix politique, choisir des profils, des dirigeants qui seront redevables vis-à-vis de la cause des jeunes. Je m'en vais déjà penser à ce qu'on appelle le mouvement féministe. Les femmes sont là, ils ont une part réservée d'une manière constitutionnelle, 30%, et ces femmes sont à longueur de journée dans la rue, devant les institutions pour réclamer leur part. Mais pourquoi les jeunes ne s'impliquent pas dans cette logique pour aussi réclamer leur présence dans les institutions, dans la sphère des prises de décision? Je pense que c'est le travail que nous faisions tous les jours, puisque nous sommes un parti politique qui est composé à majorité des jeunes, le Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito, qui est une école idéologique qui forme les jeunes demain à gérer, à mieux conduire l'appareil étatique, à la connaître et à mieux la manipuler pour être au service des autres jeunes, toutes couches sociales. Et à travers les médias, comme je l'ai dit au début de cette émission, nous profitons bien évidemment pour attirer l'attention de tous ces jeunes qui sont dans les cités, dans les quartiers, dans les provinces, pour que celles-ci s'alignent derrière une vision, connaître les projets de société de chaque politique. Pourquoi pas nous, jeunes, s'investir en ce qui concerne l'émergence de la jeunesse demain si nous avons le pouvoir. Et il y a autre part la responsabilité de l'État, puisque moi j'ai toujours dit que lorsque l'État vote des lois, je parle là du pouvoir législatif, il faut aussi permettre les conditions dans lesquelles ces lois seront applicables. Et aujourd'hui, fort malheureusement, nous constatons que ceux qui organisent les lois de la République sont les premiers à les violer, étant donné le manque d'effectivité de l'état de droit prôné par le chef de l'État, ce qui met l'avenir de la jeunesse en péril. Mais nous continuons dans le cadre de nos partis politiques, puisque, outre le pouvoir, la conquête du pouvoir, les partis politiques misent sur les actions des terrains. Et nous sommes un parti implanté sur l'ensemble du territoire national. Nous continuons ce marathon qui est celui d'éveiller la conscience collective pour que nous puissions mobiliser le plus de jeunes possible, pour que nous puissions faire pression à ceux qui sont dans les institutions pour que la prise en compte de ce qui est de l'avenir de la jeunesse soit effective dans les institutions, puisque nous disons que la générosité d'un État ou encore sa colère doit être matérialisée dans les actions, matérialisée dans les institutions, en mettant en place des mécanismes qui permettront aux jeunes d'avoir des emplois dans les bureaux, avoir des emplois à tous les niveaux de la vie sociale. Voilà, vous nous suivez à partir de toutes les boutiques Canal+. Je vous rappelle que je reçois dans Direct Grand Débat Joël Yoloko. Il est le coordonnateur national de la jeunesse du parti politique Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Mouzito. Moi, je me disais, je verrais des jeunes dans la rue, les jeunes se mobiliser avec des pancartes. Nous voulons l'emploi, nous voulons des conditions de vie meilleures pour les jeunes, nous voulons un système éducatif adéquat. Curieusement, je me rends compte, les jeunes sont plus dans la rue pour créer la santé politique aux leaders des partis. C'est-à-dire, ils sont là lorsqu'on va dire marchons pour tel truc, nous sommes une telle plateforme, descendons dans la rue. C'est la jeunesse qui est dans la rue. On ne voit pas de papa, on ne voit pas de maman, on voit plus de jeunes qui sont dans la rue. Et quand le monde voit tout ce qui se passe comme mobilisation populaire, on dit que voilà, tel parti, c'est un parti fort sur terrain. Tel leader est fort sur terrain. La force de ces leaders politiques sont
dans le milieu des jeunes, curieusement, vous les jeunes, vous militez dans des partis où il y a ceux qui ne sont plus jeunes, encore ils sont très avancés en âge, mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une exploitation parce qu'ils ont été au pouvoir, ils seront au pouvoir, ils sont au pouvoir et les jeunes ne se retrouvent pas? La preuve, nous sommes dans un gouvernement où les jeunes ne sont pas très représentés dans les instances décisionnelles et vous continuez à militer au sein de partis. Est-ce que vous n'êtes pas aveuglé ou bien vous avez une vision future? D'abord, ce qu'il faudrait savoir, c'est que l'ensemble de tous les partis politiques en RDC, je pense qu'il y en a plus de 400, si je ne m'abuse, ne renferment que 45% de la population. Donc il y a le gros de la population qui ne sont pas membres ou encore militants des partis politiques. Ce sont eux qui constituent ce que nous appelons la société civile, et les églises, les associations, les ASBEL. Et aujourd'hui, la vie sociale prouve à suffisance combien j'ai toujours été pour le fait qu'il faudrait pour l'État organiser un cadre légal pour organiser ces histoires d'églises qui poussent comme des champignons dans la ville-province de Kinshasa, mais aussi dans différentes provinces, comme partis politiques aussi. Presque 600. Presque 600, voilà, vous venez de me corriger. Et moi, j'ai toujours insisté sur le fait que nous devons cesser, d'ailleurs ça c'est le credo de notre parti politique, éviter la personnification de la chose publique. Aujourd'hui, notre pays fait face à diverses crises parce que les jeunes ont été fanatiques des leaders politiques et non fanatiques des idées. Nous sommes fanatiques des idées et dans le cadre de notre parti politique, nous contribuons nous-mêmes à l'élaboration de ce que sera notre offre politique, ce qui est cette phase des fiançailles entre l'initiateur Adolphe Mouzito, qui est l'initiateur de notre parti, et la population congolaise, pour que lorsque nous aurons le pouvoir sur base de ce que nous aurons offert au peuple comme promesse de campagne, nous serons en mesure de le matérialiser à travers un programme de gouvernance qui répondra aux attentes de la population congolaise une fois dans les institutions. Donc les jeunes ont soif d'avoir des dirigeants qui soient une émanation d'elles, mais qui soient aussi soumis à ce que nous appelons le principe de redevabilité dans l'action gouvernementale. Aujourd'hui, les jeunes ont soutenu les hommes politiques. Aujourd'hui, les jeunes se retrouvent sans emploi simplement parce que ces partis politiques, dans la durée, n'ont pas mis les efforts, aménagé les efforts dans le cadre partant des données actuelles du pays qu'ils possédaient dans le temps, à pouvoir aménager des politiques publiques lorsqu'ils seront dans les institutions pour régler la question de l'emploi. Comme je venais de le dire ici, nous avons 2 millions de jeunes qui entrent dans le marché de l'emploi et qui ne trouvent pas d'emploi. Si nous pouvons faire un calcul rapide, aujourd'hui, à 3 ans de mandat de M. Félix-Antoine Tshisekedi, ce dernier a à son actif 6 millions de sans-emploi, des jeunes qui n'ont jamais travaillé, sans compter ceux qu'il a hérités du régime précédent de M. Joseph Kabila. Donc nous, les jeunes, nous devons activement rentrer dans les partis politiques, mais choisir le parti politique qui a une offre politique, le parti politique qui a une vision de développement pour le pays, parce que c'est par les idées que nous pourrons construire un État fort, avoir des institutions qui se mettent au service de la nation congolaise. Patrice Emery Lumumba était un jeune lorsqu'il accédait au pouvoir. Un exemple concret. Il était très jeune. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir jeune. Félix Tshisekedi aussi est jeune. Est-ce qu'il y a un modèle? La jeunesse ne compte pas. Nous, comme je le disais, nous évitons la personnification du débat politique parce que si nous entrions là-dedans, je pense que nous toucherons même aux personnes. Donc nous estimons que ceci résulte de la faiblesse des partis politiques qui ne sont pas organisés. Outre le fait que les partis politiques militent pour le pouvoir, qui est un moyen, chose qui est considérée aujourd'hui en RDC comme un objectif. Nous disons que le pouvoir est un moyen, le moyen par lequel nous pourrons matérialiser ce qu'est notre offre politique, ce que sera notre programme de gouvernance pour le bien de la population congolaise. Donc les choix des partis politiques doivent être de rigueur. Nous avons choisi le Nouvel Élan étant donné le parcours d'Adolphe Mouzito lorsqu'il fut Premier ministre dans ce pays. L'histoire nous enseigne que ce dernier a milité pour le bien-être de la population, s'est défini dans l'effectivité de l'état de droit en améliorant les conditions. De la population, par exemple? Oui, des exemples concrets. Je table beaucoup plus sur l'effectivité de l'état de droit parce qu'une justice ne peut être indépendante que lorsque celle-ci possède des moyens de subsistance. Et je sais que lorsqu'Adolphe Mouzito fut ancien Premier ministre, le dernier de magistrat est passé de 430 à 1600 $. Et
le professeur d'université, puisqu'il fallait améliorer les conditions dans lesquelles les étudiants doivent apprendre, se former intellectuellement, c'est passé de $250 à $2000. Donc ce sont des efforts considérables qui prouvent à suffisance combien ce leader milite pour le bien-être de la population congolaise, étant donné qu'il soit un descendant, bien évidemment, de Lumumba, qui était un nationaliste et qui a milité pour l'indépendance, pour que les richesses de la RDC profitent à toute la population congolaise. Joël, parce que vous parlez du Nouvel Élan, vous êtes en train de peindre les tableaux en bien pour votre initiateur du parti, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Pensez-vous qu'après Adolphe Muzito, à son absence, Nouvel Élan va résister, va continuer à exister? Parce que l'histoire nous renseigne, avec Mobutu, les impairs presque disparu, la mort d'Étienne Tshisekedi, UDPS en branle, le départ du pouvoir de notre ancien président Joseph Kabila, les pépères des sombres, tant d'autres partis, le Gizenga est parti, le Palou s'est émietté. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette idéologie que vous êtes en train de déclamer haut et fort, en train de séduire la jeunesse congolaise qui était sur ces moments, est-ce qu'après Adolphe Muzito, Nouvel Élan peut résister? En effet, vous savez pourquoi l'UDPS sombre en miettes, comme vous le dites là? C'est par le simple fait que M. Félix-Antoine Tshisekedi nous ait promis 86 milliards de dollars pour les 5 ans, pour le quinquennat que le peuple était censé le donner. Et aujourd'hui, dans la réalisation de ces politiques publiques, nous voyons à quel point le bilan est désastreux et que les jeunes, à majorité, ceux qui forment l'UDPS, puisque l'UDPS dans la résistance a bénéficié d'un soutien indéfectible des jeunes pour renverser le régime précédent, ne se retrouvent pas dans les institutions, ne se retrouvent pas dans le marché de l'emploi. Et nous, par rapport au fait qu'Adolphe Muzito soit, nous l'appelons, nous militants du Nouvel Élan, le maître d'école, celui qui a ouvert un cadre d'échange entre lui et la base, sa base, pour étudier les questions cruciales en ce qui concerne l'émergence de notre pays. Premièrement, cette crise liée à la légitimité de nos institutions, une crise qui met à mal le développement politique et économique de notre pays. Nous croyons, nous sommes dans une école et que la relève sera assurée. Je vous ai dit ici qu'Adolphe Muzito est un descendant de Lumumba Gizenga. Aujourd'hui, il porte le combat du lumumbisme, si nous pouvons le dire ainsi, ce combat nationaliste qui voudrait que les richesses de la RDC puissent bénéficier aux populations congolaises. Nous sommes dans cet ordre d'idées et je pense que nous, les jeunes du Nouvel Élan, sommes déterminés, motivés à continuer à pérenniser cette question, puisqu'il s'agit là d'une question qui relève de notre souveraineté. Et je vous l'ai dit ici, il faudrait que nous, comme corps social, peuple, soyons en mesure de faire nos propres choix politiques et d'éviter d'être inféodés par des pouvoirs obscurs qui prennent notre souveraineté en main pour les intérêts qui leur sont propres. Coordonnateur national de la jeunesse au sein de Nouvel Élan, vous êtes quand même dans le cercle le plus restreint de prise de décision. Et nous voudrions quand même avoir de votre part une réponse exacte. Quelles sont vos relations actuelles avec le parti SID ou encore avec Martin Fayoulou? Merci. SID est un parti membre de la coalition Lamuka. Nous évoluons au sein de la coalition Lamuka, mais comme dans toute famille politique, puisque cette question revient plus d'une fois dans les médias, je pense qu'il est plus qu'important d'éclairer l'opinion qui nous suit à travers leur maison, puisque vous êtes dans le bouquet Canal+, je suppose que nous sommes suivis à travers le monde entier. Il existe au sein de la coalition Lamuka des divergences d'opinion, de sensibilité autour de la question du bloc patriotique. Puisque dans le cadre de notre résistance, nous avons choisi, nous, de militer contre ces régimes dictatoriaux. Nous avons choisi de mobiliser le peuple pour une alternance démocratique lors des prochaines élections, en obtenant pour le peuple des réformes consensuelles, en mettant toute la classe politique autour d'une table pour lever la question des élections. Puisqu'aujourd'hui, il se pose un problème. D'ailleurs, depuis l'adoption de notre constitution, celle de 2006, nous avons participé à 3 cycles électoraux, surtout pour nous les jeunes. Et l'histoire nous enseigne qu'avant, pendant et après le processus électoral, des vives tensions sont ressenties ici en République démocratique du Congo, ce qui fait que les élections en RDC ont toujours été sujet de contestation. D'ailleurs, notre constitution, dans son exposé de motifs, le dit clairement que notre pays, la RDC, est confronté à des crises récurrentes, des crises qui sont liées
à la contestation de la légitimité de ceux qui sont dans les institutions. Et aujourd'hui, nous concevons très mal qu'un parti au sein de la coalition Lamuka opte, dans le cadre du bloc patriotique, de cheminer avec ceux qui ont été à la base du chaos électoral de 2018, ceux qui ont mis à terre notre politique interne, ce qui a mis à terme notre économie. Au FCC, bien évidemment, je le cite. Donc, nous trouvons que ce serait comme trahir le combat du peuple ou encore visiblement entrer en contradiction avec le combat pour lequel nous nous sommes engagés vis-à-vis du peuple. Donc, la divergence au sein de la coalition Lamuka se pose à ce niveau. Il y a un parti politique de Lamuka qui a opté, qui a fait le choix de mobiliser à travers le bloc patriotique ensemble avec le FCC. Or, nous considérons que le FCC est l'auteur de la crise électorale et il serait judicieusement malin d'embrasser le voleur pour combattre contre les receleurs. Donc nous avons opté pour le refus de participer à toutes les réunions, à toutes les activités communes avec le bloc patriotique. Mais je précise ici que la convention qui régit la Lamuka prévoit dans l'un de ses articles l'autonomie des partis politiques dans la gestion de leurs activités. Mais nous avons insisté pour dire au peuple que le bloc patriotique est un autre mariage contre nature puisqu'il est composé de ceux qui font aujourd'hui la misère du peuple congolais. Voilà, en tout cas, l'équivoque est levé, vous avez éclairé la situation. Et nous revenons maintenant, nous parlons Congo maintenant. Vous savez tout ce que vous et moi, parce qu'au début là, vous avez quand même pu saluer les amis qui sont dans le nord comme Sud Kivu. Et la partie est est infectée vraiment, et aussi il y a des mouvements rebelles qui se multiplient ça et là, ou bien qui font ce qu'ils veulent. C'est vraiment un terrain, un vaste théâtre des tueries, des atrocités, tout ce que nous vont dire de mal sur la situation sociale à l'Est. Vous, en tant que Congolais, comment vous réagissez à chaud par rapport à ce qui se passe à l'Est, notamment avec l'incursion de M23 soutenue par le Rwanda? Cette agression qui a été claire, mais qui n'est pas encore déclarée officiellement. Alors nous allons nous demander comment vous trouvez la situation de la guerre de l'Est. La situation dans la partie Est du pays est une guerre de trop, une guerre de plus, une guerre qui perdure. Une guerre qui frise même la souveraineté de notre État, une guerre qui met à mal la quiétude des populations locales, une guerre qui met à mal la quiétude des propriétaires terriens de cette partie est du pays, puisque l'exploitation illégale de nos ressources minières par le Rwanda et l'Ouganda au détriment de la population congolaise, mais au profit des pays agresseurs, est une situation plus que préoccupante. Et je pense que le peuple congolais doit savoir que le conflit qui nous oppose avec les pays voisins, notamment le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, qui sont plus d'une fois cités dans différents rapports des droits de l'homme internationaux, le rapport Mapping, prouve à suffisance ici qu'il s'agit là d'un problème qui est lié à la terre. Puisque comparativement au Rwanda, le Rwanda est un petit pays qui représente 26 000 km² pour une population avoisinant les 13 millions d'habitants. Et vous remarquerez que les Rwandais sont 500 Rwandais au kilomètre carré. Donc la densité à elle-même prouve à suffisance que les Rwandais ont un problème de sol, un problème lié au territoire. Et étant donné cette crise, ils seront contraints de migrer vers la République démocratique du Congo en quête de terre pour pouvoir agrandir cette nation, d'autant plus qu'ils sont éleveurs. Et cette situation qui frise notre souveraineté nationale a fait l'objet d'une tribune initiée par l'ancien Premier ministre honoraire Adolphe Muzito qui propose qu'il soit érigé à la frontière entre la RDC et le Rwanda un mur de séparation, un mur qui s'étendra sur notre frontière de 70 km, puisque la frontière entre la RDC et le Rwanda est de 217 km, composée des montagnes et des eaux. Là, je parle du lac Kivu, mais la partie fragile, la partie par laquelle imperméable, voilà, par laquelle les mouvements rebelles entrent et qui sert de base arrière pour leur approvisionnement en matériel militaire et consorts, s'étend sur 70 km. Et de ce fait, l'érection d'un mur serait la solution non seulement de défense mais aussi sécuritaire, puisqu'elle permettra à l'État de pouvoir contrôler ses frontières, puisqu'aujourd'hui l'État congolais est incapable
capable d'exercer sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Et nous insistons pour vendre ce projet qui est tant louable, puisqu'actuellement, plusieurs communicateurs... Ça va couper court, hein? Ça va couper court. Nous érigeons un mur et puis on ne sait plus quoi faire. On est quitte dans ces histoires-là. Restez chez vous, nous sommes chez nous. En effet. C'est parmi les solutions. En effet, c'est une solution sécuritaire d'abord, puisqu'elle va permettre à ce que nous puissions contrôler nos frontières. Mais la première option est celle de faire la guerre, mobiliser les recettes. Mobiliser les recettes. La guerre est là. La guerre est là, vous avez souri. J'aimerais vous dire que la guerre est là, puisque, outre les rapports des organisations internationales, la Commission élargie de suivi ici en RDC a prouvé à suffisance l'implication de l'armée rwandaise dans le conflit qui nous oppose à l'est de la République démocratique du Congo. Un conflit en main-d'œuvre militaire, puisque 2 militaires rwandais ont été capturés sur notre territoire, un soutien logistique en termes d'armement, puisque les armes ont été identifiées comme armes appartenant à l'armée régulière rwandaise. Donc, la guerre est là et que c'est une question qui relève de la défense et il faudrait pour notre armée être outillée tant financièrement que matériellement pour faire face à cette guerre, pousser les rebelles jusqu'à la frontière en dehors de la RDC, ce qui nous permettra à nous de construire ces murs par le génie militaire. Un mur qui coûtera à la RDC près de 160 millions de dollars, ce qui représente le 1/10 de ce que nous perdons du fait de l'exploitation illégale de nos ressources minières dans la partie est du pays. Le Rwanda, annuellement, exploite pour l'or seulement près de 10 000 tonnes d'or. Et l'Ouganda, 15 000 tonnes d'or, ce qui représente une enveloppe d'1,5 milliard de dollars qui échappe au gouvernement central, de l'argent qui aurait servi à financer le projet d'infrastructure des routes reliant les provinces, un projet de l'argent, une enveloppe qui aurait servi à industrialiser les secteurs miniers dans cette partie de notre territoire national pour profiter aux populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc l'option de la guerre est la première option. Elle s'impose et l'érection d'un mur par la suite pour gérer aussi le mouvement migratoire des populations rwandaises en RDC et permettre à l'État d'exercer sa souveraineté, puisque nous sommes condamnés, étant donné la proximité de nos frontières avec le Rwanda, de vivre ensemble. Mais il faudrait pour les Rwandais, une fois en RDC, se soumettre aux lois qui sont établies par l'État congolais et pouvoir participer. Surtout qu'ils passeront de l'autre côté du mur. Voilà, j'aimerais aussi avoir votre avis. Est-ce que l'adhésion de la RDC dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est était une nécessité? Aussi longtemps que la RDC était bien, il est bien dans le SADC, les pays membres de la SADC ne posent pas assez de problèmes contre la RDC, mais par contre, ceux de l'Afrique de l'Est sont cités régulièrement, comme vous avez dit, d'une manière récurrente, toujours en agression vis-à-vis de notre pays. Est-ce que c'était une nécessité d'adhérer dans cette communauté? Une nécessité, non, mais ce n'est pas non plus une mauvaise chose d'adhérer à cette communauté des États d'Afrique de l'Est, étant donné qu'il s'agisse là de la promotion de l'économie entre États. Mais la question à se poser ici, c'est de savoir qu'est-ce que la RDC produit pour pouvoir bénéficier de ces accords commerciaux entre la RDC et ces autres pays. C'est ça la question cruciale, puisque notre économie, elle est extravertie, elle est tournée vers l'extérieur. Donc, nous consommerons davantage ce qui viendra de l'extérieur. Dans ces accords, profitent plus à ces autres pays qu'à la RDC, puisque nous ne produisons rien. Nous insistons sur le fait que l'État doit être en mesure de mobiliser le plus de recettes possible pour pouvoir ouvrir son économie qui est tournée essentiellement vers les mines, mais aussi migrer vers l'ouest où l'agriculture pourrait faire objet d'une industrialisation. Nous pourrons en ce moment-là être aptes à coopérer économiquement avec les autres pays, puisque nous aurons quelque chose à offrir et non qu'à recevoir comme ça a été toujours le cas en République démocratique du Congo. Outre cet aspect économique, l'aspect militaire qui dérange énormément, parce que nous avons une armée qui compte un effectif de près de 200 000 militaires, mais nous sommes agressés par un petit pays comme le Rwanda qui compte en son sein une armée de 30 000 militaires. Alors que économiquement la RDC, est un pays riche qui pourrait d'ailleurs avoir une influence sur les politiques rwandaises si notre État existait réellement, puisque le Rwanda actuellement compte un budget de 4 milliards, alors que la RDC a un budget à la hauteur de 7 milliards. Nous avons une population qui produit en interne près de 60 milliards de dollars, contrairement aux Rwandais qui produisent 10 milliards l'année.
Donc il y a une responsabilité au sein de nos institutions. Ceux qui tirent les ficelles de cette crise sociale et militaire, militaire même, nous devons dire, puisque les actes que l'État pose en ce qui concerne la défense sont des actes qui sont insultants. Nous avons une armée de près de 200 000 militaires alors que l'État congolais prévoit pour l'exercice du budget en cours 3% de ce budget, ce qui équivaut à près de 270 millions de dollars. Pendant que l'Ouganda, qui est un petit pays, compte une armée de 45 000 militaires, mais qui prévoit un budget d'1 milliard pour l'armée. Pour nous qui sommes du Nouvel Élan, qui considérons que c'est l'économie qui régit la politique et non le contraire, nous insistons sur le fait que l'État doit être responsable en mobilisant les recettes et en mettant ceci à la disposition de l'armée pour qu'elle soit à mesure de mettre fin à cette situation qui prévaut à l'est du pays, puisqu'elle dure aujourd'hui plus de 20 ans. Le président angolais Lourenço João est en train de faire des bons offices et il tient à ce que le président rwandais Paul Kagame et celui de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se retrouvent à Luanda pour parler de la question sécuritaire de l'Est. Est-ce que cette rencontre est un danger ou une solution? C'est une politique diplomatique défaillante. Je le dis ainsi parce qu'aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que le Rwanda a violé davantage tous les accords de paix signés entre nos deux États. Nous sommes, d'abord, comme peuple congolais, nous avons toujours été un peuple hospitalier à l'égard de nos populations, des populations rwandaises, puisque d'ailleurs, si vous allez dans la partie est du pays, vous verrez que nous vivons comme peuple en symbiose, mais nous avons une crise qui nous oppose entre États, entre dirigeants. Et que cette diplomatie aujourd'hui n'a pas payé. Et que 20 ans après, nous devons nous organiser en interne, puisqu'il y a une double crise, celle qui est interne, endogène, et celle qui est externe. Et qu'est-ce que l'État, comme mécanisme politique, quelle est l'impulsion de l'État en ce qui concerne les réformes qui permettront à la RDC d'avoir une armée régulière, une armée capable? Parce que moi, j'ai toujours été de ceux qui disent que si la RDC opérait des réformes au sein de l'armée, lesquelles réformes permettront à nos militaires d'avoir des salaires décents, dignes du combat qu'ils sont en train de mener, celui de protéger nos frontières, je pense que nous allons discipliner le Rwanda d'elle-même. Et que le Rwanda n'oserait même pas soutenir ces mouvements rebelles qui se replieront d'eux-mêmes. Donc nous aurons même cela l'influence de démocratiser le Rwanda. C'est parce qu'à l'interne, ici, ceux qui tirent les ficelles ne sont pas cette émanation du peuple. Voilà pourquoi nous insistons sur le règlement de la crise de légitimité. Parce que les crises politiques aujourd'hui mettent à mal le développement économique. Dans l'exercice de notre budget, j'ai toujours donné ceci comme exemple pour que l'opinion qui nous suive de chez eux puisse comprendre quelle est l'implication de l'État en ce qui concerne la gestion de la société. Aujourd'hui, pour le fonctionnement des institutions de la République, nous avons 3 pouvoirs. L'État repose sur 3 pouvoirs, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Vous remarquerez que l'État congolais consomme près de 50% du budget de l'État. Seulement pour les institutions. Pour le fonctionnement des institutions. Et le pouvoir exécutif, en complicité avec le pouvoir législatif, là je parle du président de la République, du gouvernement, des députés et sénateurs, prennent à eux seuls 80% du budget de fonctionnement pour ne laisser que 20% qui est d'ailleurs aléatoire, qui n'arrive pas totalement au pouvoir judiciaire. D'où l'inféodation de notre justice. D'ailleurs, je pense que si vous allez dans les cours et tribunaux de la République démocratique du Congo, vous constaterez que les magistrats, les juges manquent même des papiers duplicataires. Ça, c'est dû au fait que l'exécutif ne dispose pas les moyens à la justice pour que celle-ci soit réellement indépendante. Voilà, vous avez... Et que les questions cruciales comme l'armée, comme la jeunesse, puisque nous parlons de la jeunesse, ne se retrouvent qu'avec 3% ou encore 0,3% pour le camp de la jeunesse. Donc, il y a une part de responsabilité dans ceux qui sont au sein des institutions que nous déconsidérons d'ailleurs. Voilà pourquoi nous, dans le cadre de notre résistance, nous mobilisons, nous continuons de mobiliser le peuple pour obtenir des élections qui nous permettent, nous, comme peuple, d'opérer des choix politiques et être souverains. Joël Yoloko, nous avons reçu sur ce plateau. Vous avez décortiqué l'actualité, vous avez donné des avis et considérations. Nous voilà à la fin de cette émission. Nous vous accordons 2 minutes. Si aujourd'hui, on vous demandait par où la RDC devrait commencer pour la relance de toutes ses activités dans tous les secteurs, quel serait le meilleur élan pour que la RDC puisse aller de l'avant? L'agriculture.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, depuis l'époque coloniale, nous avons sorti de notre sous-sol près de 31 000 tonnes de cuivre. Alors que la RDC a eu du mal à se développer et que nous parlons là des ressources non renouvelables. Alors que le bon Dieu, dans sa bonté, puisque nous disons que la bonté dans le chef de ceux qui sont politiques se matérialise dans l'action gouvernementale, nous avons des terres arables qui sont des ressources renouvelables. Il serait mieux que l'État congolais puisse penser à l'Ouest, puisque l'Ouest est l'ébène de demain, avec l'industrialisation dans l'agriculture, de nos ressources agricoles, nous pourrons construire un État et nous pourrons produire même pour toute l'Afrique. Nous sommes un État potentiellement fort, mais avec des dirigeants faibles. Voilà pourquoi nous, comme peuple, corps social, nous militons pour obtenir des institutions qui reflètent réellement notre choix. Voilà, vous avez été très nombreux devant les écrans pour suivre ces magazines. Direct Grand Débat. J'étais en face de Joël Yoloko, le coordonnateur national de la jeunesse du parti politique Nouvel Élan. Au-delà de sa casquette politique, il a parlé avec patriotisme, il a parlé avec nationalisme sur les questions qui concernent le vécu quotidien des Congolais, mais aussi du train de vie de la République. Voilà pourquoi Charles Mouzadi a préféré vous présenter ce cadre du parti de la résistance pour devoir, n'est-ce pas, donner aussi de la substance, de la matière aux autres jeunes pour devoir émerger davantage. Il ne me reste qu'à vous remercier, à moins que vous ayez un petit mot. C'est moi qui vous remercie et j'espère qu'on aura prochainement l'occasion de discuter davantage sur les questions qui nous concernent, nous, comme peuple, parce que, je l'ai dit toujours, je considère la presse comme un contre-pouvoir de ceux qui sont dans les institutions, parce que c'est à travers vous que nous atteignons le plus grand nombre des jeunes, des populations qui nous suivent ici en RDC, mais partout au monde, puisque vous êtes sur le canal, le box Canal+. Je vous remercie. Mention spéciale à toi, Stani Moudiandambo, depuis Canal+, la ville de Boma. Merci. Merci à l'équipe technique qui nous a fait de sorte que nous puissions paraître chez vous sans problème. Il ne me reste qu'à remercier le bon Dieu et les patrons de cette chaîne, Patrick Chioyo. Nous vous disons au revoir et à jeudi prochain pour le compte du magazine Direct Grand Débat. Au revoir.